Chers étudiants, bonjour dans notre 9e cours dans la comptabilité pour les managers. Aujourd'hui, nous aborderons le 8e chapitre, État des flux de trésorerie, ou bien le tableau des flux de trésorerie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, une bonne gestion de la trésorerie est essentielle pour les individus et les entreprises. Les gestionnaires utilisent les budgets de trésorerie pour planifier leurs besoins en liquidité. Cependant, les investisseurs et les créanciers qui souhaitent comprendre comment l'entreprise génère et utilise de l'argent n'ont pas accès au budget de trésorerie interne. Ils doivent donc se fier aux états financiers de l'entreprise pour obtenir des informations sur l'augmentation ou la diminution de la trésorerie de l'entreprise au cours de l'année et les raisons de ce changement. Alors dans ce chapitre, nous discuterons de la manière dont les états des flux de trésorerie présentent aux investisseurs ou bien aux créanciers et aussi aux gestionnaires ou bien des informations importantes sur la manière dont une entreprise a généré et utilisé de l'argent sur une période donnée. Alors, dans ce cours, nous aborderons les éléments suivants. On va voir au début le concept de l'état des flux de trésorerie. On va voir aussi les deux méthodes pour présenter les flux de trésorerie, et ça, bien sûr, en utilisant la méthode indirecte et la méthode directe. Alors, commençons. Donc, qu'est-ce que l'état des flux de trésorerie? Les entreprises préparent 4 états financiers de base. Il y a le compte de résultat, il y a le bilan, et il y a l'état des capitaux propres, et dernièrement, c'est le tableau ou bien l'état des flux de trésorerie. Vous êtes déjà familier avec les 3 premiers états, déjà auparavant dans votre cours de comptabilité financière. Ces états ne fournissent pas beaucoup d'informations sur la trésorerie de l'entreprise. Par exemple, le bilan donne un instantané du solde de trésorerie finale de l'entreprise, mais ne rapporte pas si la trésorerie a augmenté ou diminué pendant la période, ni pourquoi aussi. L'état des flux de trésorerie est un état important et nécessaire car il montre l'augmentation ou la diminution globale de la trésorerie pendant la période ainsi que la manière dont l'entreprise a généré et utilisé de l'argent pendant cette période. On pose maintenant la question, pourquoi la trésorerie est-elle si importante? Elle est importante parce que toute personne impliquée dans l'entreprise a certaines attentes concernant la trésorerie de l'entreprise. On a les employés s'attendent au paiement de leur salaire et de leur traitement. Les fournisseurs s'attendent au paiement de leurs produits et services. Les créanciers s'attendent à être remboursés des prêts et des intérêts. On a les investisseurs s'attendent à des dividendes. On a aussi les autorités fiscales ou gouvernementales s'attendent au paiement des impôts sur le revenu et taxes foncières. L'état des flux de trésorerie aide toutes ces parties prenantes à évaluer comment l'entreprise a généré et utilisé de l'argent dans le passé, ce qui les aide à leur tour à prédire si l'entreprise sera en mesure de répondre à ses obligations de trésorerie à l'avenir. Il aide également les gestionnaires à comprendre si l'entreprise génère suffisamment de liquidités à partir de ses activités opérationnelles quotidiennes pour permettre des investissements dans de nouveaux équipements, de nouveaux magasins ou de nouvelles entreprises. Si les activités quotidiennes de l'entreprise ne génèrent pas suffisamment de liquidités pour financer ces investissements, alors l'entreprise peut devoir réduire ses dépenses ou ses investissements privés
ou envisager de lever davantage de capitaux en vendant, euh, en vendant plutôt des actions ou en contractant avec des emprunts. Typiquement, l'état des flux de trésorerie définit la trésorerie comme toute la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La trésorerie comprend généralement la petite caisse, les comptes chèques et les comptes d'épargne. Les équivalents de trésorerie incluent les actifs très sûrs et très liquides qui sont facilement convertibles en espèces, tels que les fonds du marché monétaire, les certificats de dépôt arrivant à échéance en moins de 3 mois et les bons de trésor. Tout au long de ce chapitre, toute référence à la trésorerie inclura la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Maintenant, il existe 3 types d'activités générant et utilisant la trésorerie. L'état des flux de trésorerie classe toutes les transactions commerciales en 3 types d'activités différentes. Ces activités sont présentées dans l'état du flux de trésorerie dans l'ordre suivant. Premièrement, c'est les activités opérationnelles ou bien les activités d'exploitation. Deuxièmement, les activités d'investissement. Troisièmement, les activités de financement. Examinons maintenant les types de transactions qui relèvent de chaque catégorie, en commençant par les activités opérationnelles ou bien les activités d'exploitation. Les activités opérationnelles consistent principalement en les activités quotidiennes de création de profit de l'entreprise. Ces activités incluent des transactions telles que la fabrication ou l'achat de matières premières ou de marchandises, la vente de produits ou de services, le paiement des employés, la publicité, etc. Ces activités affectent généralement les comptes d'actifs courants, tels que les stocks et les comptes clients, ainsi que les comptes de passifs courants, tels que les salaires à payer et les comptes fournisseurs. Les activités opérationnelles incluent également toute autre activité qui affecte le résultat net, pas seulement le résultat d'exploitation. Par conséquent, cette catégorie comprend également la réception de revenus d'intérêt et le paiement de charges d'intérêt, la réception de revenus de dividendes et le paiement de charges fiscales. Gardez à l'esprit la règle générale suivante. Pour décider si une activité doit être classée comme une activité opérationnelle, les transactions qui affectent le résultat net, les actifs courants et les passifs courants sont classés comme des activités opérationnelles dans l'état du flux de trésorerie. Deuxième type d'activité dans l'état de flux de trésorerie est les activités d'investissement. Les activités d'investissement incluent les transactions impliquant l'achat ou la vente d'actifs à long terme. Ces activités incluent l'achat ou la vente de biens immobiliers, d'équipements ou d'usines, l'achat ou la vente d'actions d'autres entreprises. Les actions, bien sûr, sont destinées à être détenues à long terme, ou prêter de l'argent à d'autres entreprises dans le but de gagner des revenus d'intérêt sur le prêt. La même chose, gardez à l'esprit la règle générale suivante pour décider si une activité doit être classée comme une activité d'investissement. On a les transactions qui affectent les actifs à long terme sont classées comme des activités d'investissement dans l'état du flux de trésorerie. Troisième type d'activité dans l'état des flux de trésorerie, les activités de financement. Les activités de financement comprennent les transactions qui génèrent du capital pour l'entreprise ou le remboursent. Ces activités incluent
la vente d'actions de l'entreprise, l'émission de dettes à long terme, telles que des billets ou des obligations, le rachat d'actions de l'entreprise, également connu sous le nom d'actions propres, le paiement de dividendes aux actionnaires et le remboursement du montant principal sur les prêts. Aussi, gardez à l'esprit la règle générale suivante pour décider si une activité doit être classée comme une activité de financement. On a les transactions qui affectent les passifs à long terme et les capitaux propres sont classés comme des activités de financement pour l'état des flux de trésorerie. Enfin, avec ces trois activités dans l'état du flux de trésorerie, c'est-à-dire les activités opérationnelles, les activités d'investissement et les activités de financement. Donc, vous pouvez avoir des éléments que vous pourriez avoir du mal à retenir car ils ne sont pas complètement intuitifs. Par exemple, considérez que les revenus d'intérêt et les revenus de dividendes soient gagnés à partir d'investissements. Ils sont tous deux classés comme des flux de trésorerie d'activité opérationnelle car ils affectent, c'est-à-dire augmentent, le résultat net. Les charges d'intérêt surviennent parce que l'entreprise a emprunté de l'argent. Vous pourriez donc penser que c'est une activité de financement. Cependant, elle est classée comme une activité opérationnelle car elle affecte le résultat net, c'est-à-dire diminue le résultat net. Certains revenus de dépenses, comme l'amortissement, affectent le résultat net, mais ne génèrent ni n'utilisent de trésorerie. Selon la méthode indirecte, ils sont utilisés dans la section opérationnelle de l'état du flux de trésorerie pour réconcilier le résultat net sur une base d'accumulation avec la base de trésorerie. Le paiement des dividendes est une distribution des capitaux propres de l'entreprise, c'est-à-dire pas une dépense dans le compte de résultat. Par conséquent, elle est classée comme une activité de financement. Alors, pour récap, on peut dire que les activités opérationnelles, ce sont des flux de trésorerie, sont liés aux activités quotidiennes génératrices de profit de l'entreprise. Ces activités affectent le résultat net des actifs courants et le passif courant. Les exemples incluent l'encaissement de vente de services, de marchandises. On a l'encaissement du revenu d'intérêt, l'encaissement du revenu de dividendes, les paiements pour l'achat d'inventaire, on a les paiements pour les dépenses de vente générales et administratives, les paiements pour les charges d'intérêt et les paiements pour les impôts sur le revenu. Les ajustements non monétaires au résultat net, c'est-à-dire méthode indirecte, comprennent la dépréciation ou l'amortissement, ainsi que les gains ou pertes sur la vente de biens, d'usines ou d'équipements. Pour les activités d'investissement, ces flux de trésorerie sont liés à l'achat et la vente d'investissements. Ces activités affectent les actifs à long terme. Les exemples incluent l'encaissement provenant de la vente de propriétés, d'usines ou d'équipements, l'encaissement provenant du recouvrement de prêts à long terme, l'encaissement provenant de la vente d'actions à long terme, les paiements pour l'achat de propriétés d'usines ou d'équipements et les paiements pour l'achat d'investissements en actions à long terme. Et la troisième activité, c'est les activités de financement. Ces flux de trésorerie sont liés à la génération et au remboursement du capital. Ces activités affectent les passifs à long terme et les comptes de capitaux propres. Les exemples incluent l'encaissement provenant de l'émission de dettes à long terme, l'encaissement provenant de l'émission d'actions, l'encaissement provenant de l'utilisation de lignes de crédit, les paiements pour le remboursement de dettes à long terme, on a les paiements pour les dividendes et les paiements pour le rachat d'actions de l'entreprise. Donc, dans chaque catégorie, certains éléments sont soulignés pour indiquer qu'ils peuvent
être contre-intuitif ou difficile à retenir. Par exemple, si le revenu d'intérêt et le revenu de dividende sont générés par des investissements, ils sont classés comme des flux de trésorerie d'activité opérationnelle, car ils affectent le résultat net. De même, bien que les charges d'intérêt soient dues au fait que l'entreprise a emprunté de l'argent, elles sont classées comme des activités opérationnelles car elles affectent également le résultat net. Maintenant, passons aux deux méthodes de présentation des activités opérationnelles. Les activités opérationnelles de l'état des flux de trésorerie peuvent être présentées en utilisant soit la méthode directe, soit la méthode indirecte. Ces méthodes n'affectent que le format de la présentation et aboutissent au même montant total du flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles. Il est important de noter que ces méthodes n'affectent que la section des activités opérationnelles et n'ont aucune incidence sur les sections d'investissement ou de financement. On a premièrement la méthode directe. La méthode directe énumère les recettes et les paiements en espèces pour des activités opérationnelles spécifiques. Par exemple, elle listerait des postes tels que les encaissements des clients, les paiements pour les inventaires, les salaires et les traitements, et les paiements pour l'assurance. En essence, la méthode directe liste de nombreux éléments semblables à ceux présentés dans le compte de résultat, mais le calcul sur une base de trésorerie plutôt que sur une base d'accumulation. La comptabilité d'accumulation exige que les revenus soient enregistrés lorsqu'ils sont gagnés, c'est-à-dire lors de la vente, plutôt que lorsque l'argent est reçu pour la vente. De même, les dépenses sont enregistrées lorsqu'elles sont engagées plutôt que lorsqu'elles sont payées. La deuxième méthode, c'est la méthode indirecte. La méthode indirecte commence avec le résultat net de l'entreprise qui est préparé sur une base d'accumulation, puis le réconcilier en trésorerie à travers une série d'ajustements. Cette méthode réconcilie le résultat net à la base de trésorerie en ajustant pour 1. les revenus non monétaires, tels que les gains sur la vente de biens, d'usines ou d'équipements, ou de dépenses non monétaires, telles que l'amortissement. Et deuxièmement, les changements dans les comptes d'actifs courants et de passifs courants. Par exemple, une augmentation des comptes clients indique que plus de ventes ont été effectuées que d'encaissements réalisés. Par conséquent, un ajustement serait fait au résultat net pour refléter cette augmentation des comptes clients. Les entreprises utilisent actuellement la méthode indirecte. Pourquoi? Parce qu'elle est plus facile et donc moins coûteuse à préparer. De plus, si une entreprise choisit d'utiliser la méthode directe, elle doit également fournir un calendrier supplémentaire réconciliant le résultat net à la base de trésorerie. En substance, une entreprise qui choisit d'utiliser la méthode directe doit également effectuer la méthode indirecte pour une divulgation supplémentaire. Abordons maintenant le vif du sujet. Comment prépare-t-on l'état des flux de trésorerie en utilisant la méthode indirecte? Nous utiliserons la méthode indirecte pour préparer l'état du flux de trésorerie. Il y a des informations nécessaires pour préparer l'état du flux de trésorerie. Pour préparer l'état du flux de trésorerie, les informations suivantes de l'entreprise sont nécessaires. Premièrement, le compte de résultat de l'année en cours, les bilans comparatifs, c'est-à-dire les bilans de fin d'année en cours et de l'année précédente, et diverses informations supplémentaires relatives aux transactions d'investissement
et de financement. La méthode indirecte exige que nous commencions la section des activités opérationnelles avec le résultat net de l'entreprise basé sur la curale, qui se trouve dans le compte de résultat. Ensuite, nous effectuons tous les ajustements nécessaires pour convertir ou réconcilier le résultat net en une base de trésorerie. Ces ajustements comprendront les éléments suivants: les dépenses et le revenu non monétaire, ça a trouvé dans le compte de résultat, et les changements dans le compte d'actifs courants, ça a trouvé dans le bilan comparatif, et aussi les changements dans le compte du passif courant, et ça a trouvé dans le bilan comparatif aussi. Tout d'abord, laissez-nous comprendre qu'est-ce que ça veut dire les dépenses non monétaires. Les dépenses non monétaires sont des charges qui sont enregistrées dans les états financiers d'une entreprise, mais qui ne résultent pas en un décaissement immédiat de liquidité. Ces dépenses sont importantes pour comprendre la performance réelle de l'entreprise, bien qu'elles n'affectent pas directement sa trésorerie à court terme, comme par exemple l'amortissement. L'amortissement, il s'agit de l'allocation du coût d'actifs à long terme, comme les bâtiments et les équipements, sur leur durée de vie utile. Bien que l'amortissement soit enregistré comme une dépense dans le compte de résultat, il n'y a pas de sortie d'argent associée. Et d'autres exemples, on trouve aussi les provisions pour dépréciation. Lorsqu'une entreprise réduit la valeur comptable d'un actif, par exemple en raison de l'obsolescence ou d'une baisse de valeur du marché, cette réduction est enregistrée comme une dépense, mais sans sortie de trésorerie réelle. On a aussi un exemple dans les dépenses non monétaires, on trouve les charges à payer. Il s'agit de charges engagées, mais non encore payées. Par exemple, des intérêts sur des prêts qui sont comptabilisés comme des dépenses avant que le paiement ne soit effectué. D'autres exemples, c'est les provisions pour risques et charges. C'est des charges estimées pour des événements futurs incertains, comme des litiges ou des garanties qui sont enregistrées comme des dépenses bien qu'elles ne soient pas encore payées. Ces dépenses non monétaires sont ajustées lors de la préparation de l'état du flux de trésorerie selon la méthode indirecte, car elles affectent le résultat net, mais pas les flux de trésorerie opérationnels. Deuxièmement, les revenus non monétaires. Les revenus non monétaires se réfèrent à des gains qui ne sont pas réalisés sous forme de liquidité ou d'équivalent de liquidité. Ils sont comptabilisés en termes de valeur ou de services plutôt qu'en argent. Comme par exemple, on trouve les échanges de biens ou services, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise échange de biens ou de services avec une autre entité sans transaction monétaire. Par exemple, une entreprise de publicité peut offrir ses services en échange de services de comptabilité de notre entreprise. Un autre exemple, c'est les gains sur réévaluation d'actifs. Ici, si la valeur comptable d'un actif augmente sans vente réelle ou réception de cash, par exemple une augmentation de la valeur d'un terrain possédé par l'entreprise en raison du changement du marché. D'autres exemples de revenus non monétaires, c'est les dons reçus en nature. C'est les biens ou services reçus comme dons. Par exemple, un équipement donné à une entreprise qui serait normalement acheté. D'autres exemples de revenus non monétaires, c'est les avantages du personnel payés en nature. Certains avantages non monétaires offerts aux employés, comme les voitures de société, le logement ou les stocks, options, etc. On trouve aussi un exemple, c'est l'écriture de provisions, comme la provision pour dépréciation d'actifs ou pour les pertes sur créances douteuses. Bien que ces provisions représentent une diminution de la valeur, elles n'impliquent pas de transaction monétaire immédiate.
Ces revenus non monétaires sont importants en comptabilité car ils affectent la valeur des actifs et des revenus de l'entreprise même s'ils n'engendrent pas de flux de trésorerie immédiat. En méthode directe, plutôt aux méthodes indirectes de l'état du flux de trésorerie, ces éléments sont ajustés pour obtenir une image claire du flux de trésorerie opérationnel de l'entreprise. Un élément important, c'est comment faire la modification du compte d'actifs courants. La modification du compte d'actifs courants dans l'état du flux de trésorerie est une étape clé pour réconcilier le résultat net avec la position de trésorerie de l'entreprise. Voici un exemple simplifié pour mieux comprendre ce concept. Par exemple, dans les comptes clients. Supposons que l'année dernière, les comptes clients de l'entreprise se montaient de 100 000 dollars et cette année, ils sont à 135 000 dollars. Cela signifie une augmentation de 35 000 dollars, indiquant que l'entreprise a réalisé plus de ventes créditées, c'est-à-dire non encaissées, que de recouvrements. Pour ajuster le résultat net, on soustrait cette augmentation de 35 000 dollars car ces ventes n'ont pas encore généré de trésorerie. D'autres exemples, c'est l'inventaire ou bien les stocks. Imaginons que l'année dernière, l'inventaire était de 50 000 dollars et cette année, il est 25 000 dollars, montrant une diminution de 25 000 dollars. Cette diminution implique que l'entreprise a vendu plus de marchandises qu'elle n'en a acheté. Et si on ajoute la diminution de 25 000 dollars au résultat net, car bien que le coût des marchandises vendues soit élevé, le paiement pour ces marchandises a déjà été effectué les années précédentes. En termes de règle générale, si un actif courant augmente, soustraire l'augmentation du résultat net. Et si un actif courant diminue, ajouter la diminution au résultat net. Ces ajustements sont nécessaires pour refléter précisément la trésorerie générée ou utilisée par les opérations de l'entreprise indépendamment des méthodes comptables comme par exemple la comptabilité d'engagement. Aussi, deuxièmement, comment faire la modification du compte de passifs courants. La modification du compte de passifs courants dans l'état du flux de trésorerie aide à réconcilier le résultat net avec la position de trésorerie réelle de l'entreprise. Voici un exemple pour clarifier ce concept. On a par exemple les intérêts à payer. Supposons que l'année dernière, les intérêts à payer s'élevaient à 20 000 dollars et cette année, ils sont de 15 000 dollars. Cela représente une diminution de 15 000 dollars. Signifie que l'entreprise a payé plus en intérêt que ce qui a été comptabilisé comme dépenses d'intérêt. Pour ajuster le résultat net à la base de trésorerie, on soustrait ces 5 000 dollars du résultat net. En d'autres termes, bien que le résultat net n'inclut ces intérêts comme une charge, l'argent a réellement été payé et donc sorti de la trésorerie. D'autres exemples dans la modification du compte du passif courant, les salaires à payer. Imaginons que l'année dernière, les salaires à payer étaient de 10 000 dollars et cette année, ils sont de 18 500 dollars. L'augmentation de 8 500 dollars indique que l'entreprise a engagé plus de dépenses de salaire qu'elle n'en a payé. Pour réconcilier le résultat net, on ajoute cette augmentation de 8 500 au résultat net. Cela signifie que même si ces coûts sont comptabilisés comme des dépenses, elles n'ont pas encore entraîné une sortie de trésorerie. La règle générale, si un passif courant augmente, ajoutez l'augmentation au résultat net. Et si un passif courant diminue, soustraire la diminution du résultat net. Ces ajustements sont nécessaires pour
aligner le résultat net qui est calculé sur la base de la comptabilité d'engagement avec les mouvements réels de trésorerie de l'entreprise. En comptabilité, les revenus et les dépenses sont comptabilisés lorsqu'ils sont engagés, pas nécessairement lorsqu'ils sont payés ou reçus en trésorerie. Ces ajustements permettent donc de refléter plus précisément la situation de trésorerie de l'entreprise. Maintenant, comment préparer le flux de trésorerie des activités d'investissement? Rappelez-vous que les transactions affectant les comptes d'actifs à long terme sont classées comme activités d'investissement. Ainsi, la première étape de la préparation de la section d'investissement consiste à déterminer si ces changements sont survenus dans les comptes d'actifs à long terme au cours de l'année. Après avoir noté ces changements, nous devrions plonger dans les registres de l'entreprise comme le journal pour trouver plus d'informations sur ces activités d'investissement. Voyons maintenant comment nous utilisons ces informations pour trier les activités d'investissement qui ont eu lieu au cours de l'année. Dans cet exemple, voici une explication étape par étape. On a par exemple le solde initial des investissements. L'entreprise commence avec un solde initial de 185 000 en investissement. Deuxièmement, l'achat d'investissements en actions. C'est pendant l'année, l'entreprise a acheté pour 100 000 $ de nouveaux investissements en actions. Cela est ajouté au solde initial. Troisièmement, l'investissement en actions. Dans cet exemple, l'entreprise n'a vendu aucun investissement en actions. Donc, cette valeur est de 0 $. Et on a le solde final des investissements. Le solde final des investissements est donc de 285 000 calculé comme suite. Donc, on a le 185 000 qui est dans le solde initial des investissements, plus le 100 000 qui est l'achat d'investissement en actions, et moins, bien sûr, la vente 0 qui est la vente d'investissement. Donc, il n'y avait pas de vente, donc l'entreprise n'a vendu aucun investissement en actions. Donc, pour l'état du flux de trésorerie, tout achat ou vente d'investissement à long terme doit être indiqué séparément sur l'état des flux de trésorerie de l'entreprise. Si l'entreprise avait vendu des investissements pour un montant différent de leur prix d'achat original, cela aurait résulté en un gain ou une perte qui devrait être ajustée dans le résultat net de la section opérationnelle de l'état des flux de trésorerie. Ce passage donne un aperçu de la manière dont les transactions d'investissement sont enregistrées et analysées dans les états financiers d'une entreprise, soulignant l'importance de séparer et d'identifier clairement ces transactions pour une comptabilité précise et transparente. Et aussi, on prépare les flux de trésorerie des activités de financement. Les activités de financement comprennent les transactions qui génèrent du capital pour l'entreprise ou qui le remboursent. Les activités de financement affectent le passif à long terme et les comptes de capitaux propres. Ces activités comprennent les transactions qui affectent soit le capital de l'entreprise, comme l'émission de nouvelles actions ou le paiement de dividendes, soit si passifs à long terme, comme l'émission ou le remboursement des dettes. Ces transactions fournissent ou utilisent la trésorerie de l'entreprise. Pour analyser les flux de trésorerie des activités de financement, il faut examiner les changements dans les passifs à long terme, le capital social et les comptes de bénéfices non répartis. Alors maintenant, en résumé,
on peut faire un récap sur les étapes de préparation de l'état des flux de trésorerie en utilisant la méthode indirecte, commençant par la première étape. Donc, dans la première étape, c'est commencer la section opérationnelle avec le résultat net de l'entreprise et rajouter toutes les dépenses non monétaires telles que l'amortissement ou les pertes sur la vente d'immobilisation corporelle et soustraire toutes ou bien tous les revenus non monétaires tels que les gains sur la vente d'immobilisation corporelle. Ces informations se trouvent sur le compte de résultat de l'entreprise. La deuxième étape, c'est d'ajuster le résultat net pour tous les changements dans les comptes d'actifs courants et de passifs courants, autres que le compte de trésorerie. Et ça qui se trouve sur le bilan comparatif de l'entreprise. Et puis rajouter les diminutions du compte d'actifs courants et les augmentations du compte de passifs courants et soustraire les augmentations du compte d'actifs courants et les diminutions du compte de passifs courants. La troisième étape dans la méthode indirecte, préparer la section d'investissement en analysant les changements dans tous les comptes d'actifs à long terme trouvés. Énumérer séparément toutes les transactions en espèces qui ont eu lieu au cours de l'année affectant ces comptes tels que l'achat et la vente de biens, tout gain ou perte sur les ventes d'amortissement ou la dépréciation de ces actifs a déjà été comptabilisé dans la section opérationnelle. La quatrième étape, c'est préparer la section de financement en analysant les changements dans tous les comptes de passifs à long terme et de capitaux propres trouvés. Énumérer séparément toutes les transactions en espèces qui ont eu lieu au cours de l'année affectant ces comptes, tels que l'émission de nouvelles dettes ou le remboursement de dettes existantes. On a la vente d'actions, l'achat d'actions en trésorerie ou le paiement de dividendes. Et la dernière étape, c'est la cinquième étape, présenter un sous-total des montants de trésorerie fournis ou utilisés par chacun des trois types d'activités, que ce soit opérationnel, d'investissement et de financement. Utilisez les sous-totaux pour trouver l'augmentation ou la diminution globale de la trésorerie au cours de l'année, puis ajoutez l'augmentation à ou soustraire bien sûr la diminution au solde initial de trésorerie de l'entreprise pour arriver au solde final de trésorerie indiqué sur le bilan de l'entreprise. Et donc, c'est ça le récap de la méthode indirecte. Maintenant, nous aborderons comment est préparé l'état des flux de trésorerie en utilisant la méthode directe. Dans cet élément bien section, nous préparerons l'état des flux de trésorerie en utilisant la méthode directe. Il faut garder à l'esprit que le choix de la méthode directe bien versus indirecte n'affecte que la section des activités opérationnelles de l'état des flux de trésorerie. Les sections d'investissement et de financement sont les mêmes, quelle que soit la méthode utilisée. Donc, dans la méthode directe, on fait aussi le changement au niveau des activités opérationnelles, alors que au niveau des activités de financement et d'investissement restent les mêmes, que ce soit pour la méthode directe ou bien la méthode indirecte. Donc la méthode directe énumère la réception et le paiement de la trésorerie pour ces activités opérationnelles spécifiques. Par exemple, les activités opérationnelles listeraient des postes tels que les encaissements des clients, les paiements en espèces, c'est-à-dire aux fournisseurs pour l'achat d'inventaire, et les paiements en espèces aux employés pour les salaires et les traitements. En essence, la méthode directe liste de nombreux éléments semblables à ceux présentés dans le compte de résultat, mais les calcule sur une base de trésorerie plutôt
que sur une base d'accumulation. Alors, dans cette méthode, la méthode directe, on essaie de déterminer les encaissements et les décaissements en espèces. La meilleure façon de s'assurer que vous avez pris en compte toutes les transactions en espèces des activités opérationnelles est d'analyser chaque compte d'actifs courants et de passifs courants et d'intégrer les informations pertinentes du compte de résultat si nécessaire. Commençons maintenant par les actifs courants. Tout d'abord, on a un exemple, c'est les encaissements de clients. Pour déterminer le montant encaissé des clients, nous devons analyser les comptes débiteurs. Les comptes débiteurs augmentent lors des ventes et diminuent lorsque l'argent est collecté. Un exemple. On commence un exemple par le départ, c'est prenez le solde initial des comptes débiteurs, imaginons qu'il soit 330 000 $. Ajoutez ensuite les revenus de vente de la période, disons que les ventes sont de 9 500 000 $, et on fait la soustraction, c'est-à-dire on fait déduisez les encaissements sur compte débiteur, la valeur que nous cherchons. Et puis, à l'arrivée, c'est examiner le solde final des comptes débiteurs, supposons qu'il soit de 365 000. Pour trouver les encaissements de vente, vous devez résoudre l'équation suivante. On a toujours 330 000, c'est le solde initial, c'est le solde initial des comptes débiteurs, plus 9 500 000 $, ce qui est le revenu des ventes, c'est la vente de la période, moins les encaissements sur le compte débiteur, c'est-à-dire dans l'encaissement sur le compte débiteur. C'est ça vraiment, c'est notre inconnu. Et ça égale à 365 000 $. C'est le solde final dans le solde final des comptes débiteurs. Donc, en résolvant cette équation, nous trouvons que les encaissements de vente doivent être de 9 465 000 $. Et c'est ça notre encaissement pour les clients. Un autre exemple, et on reste toujours dans les actifs courants, c'est le paiement en espèces pour l'inventaire. Dans ce cas-là, donc on commence par analyser les variations dans le solde de l'inventaire en considérant le solde initial, les ajouts liés aux achats d'inventaire, la soustraction du coût des marchandises vendues et enfin le solde final. En résolvant cette équation, on détermine les achats d'inventaire. Ensuite, on vérifie ces paiements en les comparant avec les comptes fournisseurs, en prenant en compte le solde initial, l'ajout des achats d'inventaire, la soustraction des paiements en espèces pour l'inventaire et le solde des comptes fournisseurs. Ce processus vise à comprendre les dépenses pour l'achat d'inventaire en tenant compte des variations dans les stocks et les comptes fournisseurs. On reste par exemple ici, on commence par l'analyse de l'inventaire. Dans le départ, on commence en regardant le solde initial de l'inventaire, exemple ici dans 657 000, et puis on ajoute les achats d'inventaire, un montant que l'on doit déterminer, c'est en l'occurrence, donc on va trouver ces 7 100 000 $, et on soustrait le coût des marchandises vendues. Exemple, c'est 7 125 000 $. Et on considère le solde final de l'inventaire, exemple, c'est 632 000 $. Et en fait, le calcul, c'est en résolvant ces étapes, on détermine que les achats d'inventaire doivent être de 7 100 000 $. La deuxième étape, c'est la vérification des paiements avec le compte fournisseur. Et si on examine le solde initial
du compte fournisseur, c'est exemple ici, c'est 285 000 $, c'est notre exemple. On ajoute ensuite les achats d'inventaire qui est 7 100 000 $, c'est qui est calculé précédemment. Et on retire les paiements en espèces pour l'inventaire. C'est le montant à déterminer. Pour l'arrivée, on utilise le solde final des comptes du fournisseur. Par exemple, c'est 245 000 $. Pour le calcul, en résolvant ces étapes, on conclut que le paiement en espèces pour l'inventaire doivent être 7 140 000 $. Ce processus permet de comprendre comment les flux d'argent sont liés aux variations dans les comptes d'inventaire et de fournisseurs, offrant une vision détaillée des dépenses liées à l'achat d'inventaire. Après avoir analysé quelques comptes d'actifs courants trouvés dans le bilan de l'entreprise, nous nous tournons maintenant vers les comptes de passifs courants. Le premier passif courant qu'on peut voir, c'est les comptes fournisseurs. Nous avons déjà analysé ce compte lors du calcul de montant de l'inventaire acheté. Les autres comptes de passifs courants comprennent les salaires à payer, par exemple, les intérêts à payer, les impôts sur le revenu à payer et d'autres dépenses courues à payer. Nous examinerons donc quelques exemples de ces comptes. Commençons par les paiements en espèces pour les salaires et les traitements. Les salaires à payer augmentent lorsque nous enregistrons les dépenses de salaire et de traitement et diminuent lorsque l'entreprise paie ses employés. Aussi, pour faire le calcul, on commence par le solde initial, c'est de salaire à payer, par exemple, c'est 48 500 $. On ajoute ensuite la dépense totale des salaires, disons, c'est un exemple, c'est 580 000 $. Et puis on retire les paiements effectués des salaires et traitements, qui est le montant que nous cherchons à déterminer. Et puis on arrive directement à voir le solde final des salaires à payer. C'est par exemple, c'est 57 000 $. Donc en résolvant cette équation comme les équations précédentes, donc vous trouvez que le paiement effectué pour les salaires et traitements doivent être à de 571 500 $. Cette méthode permet de suivre les flux de trésorerie liés au salaire en partant du montant dû aux employés au début de la période, en ajoutant les salaires et traitements accumulés, puis en déduisant les paiements effectués pour arriver au montant restant dû à la fin de la période. Cela donne une image claire des dépenses de l'entreprise en termes de rémunération de ses employés. En restant aussi dans les comptes des passifs courants, un autre exemple qui est le paiement en espèces pour d'autres dépenses d'exploitation. Donc, on commence par l'analyse des frais à payer accumulés. Et là, ici, dans le départ, on commence avec le solde initial des autres frais à payer accumulés, exemple de 28 500 $ sur le montant d'argent dû pour diverses dépenses d'exploitation. Ajouter, ici, on ajoute les autres frais d'exploitation tels que le loyer, le service public, le téléphone, l'internet, les fournitures, etc. Dans l'exemple, ces frais sont de 230 000 $. Cela représente les coûts additionnels encourus au cours de la période. Et puis soustrayer, c'est-à-dire on soustrait les paiements effectués pour
ces autres frais d'exploitation. Le montant précis n'est pas donné dans l'exemple, mais il s'agit du paiement réel pour ces dépenses. C'est ce que l'on cherche à déterminer. Et arrivé, on regarde le solde final des autres frais à payer accumulés. Donc, exemple, c'est 15 500 sur le montant restant dû à la fin de la période. Donc, en résolvant cette équation, on conclut que les paiements effectués pour les autres frais d'exploitation doivent être de 243 000 $. Cela représente la somme des frais initiaux, c'est-à-dire c'est 28 500 des frais supplémentaires encourus au cours de la période qui est de 230 000 $ moins les paiements effectués. Cette méthode offre une vue détaillée des flux de trésorerie liés aux dépenses d'exploitation, excluant les salaires, l'assurance et la dépréciation. Elle permet de suivre le montant initial dû, d'ajouter les frais additionnels, de soustraire les paiements effectués, offrant ainsi une perspective claire sur la gestion des flux de trésorerie pour les dépenses d'exploitation courantes de l'entreprise. Je répète encore d'une autre manière. Donc, cette méthode permet de suivre le flux de trésorerie lié aux dépenses d'exploitation autres que les salaires, l'assurance et la dépréciation. Elle montre le montant initial dû pour ces dépenses, ajoute les frais supplémentaires encourus au cours de la période, puis soustrait les paiements effectués pour arriver au montant restant dû à la fin de la période. Cela offre une perspective claire sur la gestion des flux de trésorerie pour les dépenses d'exploitation courantes de l'entreprise. On reste toujours dans les comptes des actifs courants. Et on a un autre exemple, c'est les paiements en espèces pour les impôts sur le revenu. Dans cet exemple, on commence avec le solde initial des impôts sur le revenu à payer. C'est un exemple de 120 000 $. C'est la dette fiscale de l'entreprise à un moment donné. On ajoute ensuite la dépense d'impôt sur le revenu enregistré, c'est par exemple 401 700 $. Cela représente l'augmentation de la dette fiscale due à la charge fiscale accumulée au cours de la période. Et on soustrait ensuite les paiements effectués pour les impôts sur le revenu. Le montant précis n'est pas donné dans l'exemple, mais il s'agit des paiements réels pour les impôts sur le revenu. C'est ce qu'on cherche à déterminer. Et on regarde maintenant arrivé, on regarde le solde final des impôts sur le revenu à payer. Exemple, c'est 146 700 $. Sur le montant restant dû en impôt à la fin de la période. Donc, en résolvant cette équation, on conclut que les paiements effectués pour les impôts sur le revenu doivent être de 375 000 $. Cela représente la somme des impôts initiaux dus, c'est 120 000 $, de la charge fiscale accumulée au cours de la période, ce qui est 401 700 $, moins les paiements effectués. Donc cette méthode offre une compréhension claire de la gestion des obligations fiscales de l'entreprise. Elle permet de suivre le montant initial dû en impôt, d'ajouter la charge fiscale accumulée, de soustraire les paiements effectués, offrant ainsi une perspective détaillée sur les flux de trésorerie liés au paiement d'impôts. D'autres termes, on peut aussi répéter encore une fois. Donc cette méthode aide à comprendre comment l'entreprise gère ses obligations fiscales. Elle montre le montant initial dû en impôts, ajoute les charges fiscales accumulées au cours de la période, puis soustrait les paiements effectués pour finalement déterminer le montant restant dû en impôts à la fin de la période. Cela donne une perspective claire sur les flux de trésorerie liés au paiement d'impôts.
Alors maintenant, en résumé, on fait la comparaison des deux méthodes, la méthode directe et la méthode indirecte. Comme vous pouvez le constater, la méthode directe nécessite beaucoup plus d'analyse que la méthode indirecte. Par conséquent, la plupart des entreprises utilisent actuellement la méthode indirecte. Néanmoins, les deux méthodes aboutissent au même montant total de trésorerie fourni par les activités d'exploitation. Pour un rappel, la méthode directe consiste à lister les entrées et sorties de trésorerie réelle des activités opérationnelles. Cela inclut des éléments tels que les recettes encaissées des clients, les paiements en espèces aux fournisseurs et employés, les paiements d'intérêts et taxes, etc. Elle nécessite une analyse détaillée des comptes du passif et d'actifs courants pour identifier les transactions en espèces réelles. Cette méthode est plus laborieuse car elle implique un suivi direct et une ségrégation du flux de trésorerie opérationnel spécifique. Pour la méthode indirecte, elle commence par le résultat net de l'entreprise tel que reporté dans le compte de résultat et effectue ensuite des ajustements pour les éléments non monétaires, les variations des actifs et passifs courants et les autres éléments pour couvrir le résultat net en flux de trésorerie net des activités opérationnelles. Bien que cette méthode nécessite aussi des ajustements et une certaine analyse, elle est généralement considérée comme moins complexe que la méthode directe. Elle utilise des informations déjà recueillies et présentées dans les états financiers, notamment dans le compte de résultat et le bilan. Et donc, c'est ça la fin de notre cours. Et avant de clôturer le cours, comme d'habitude, on fait quelques retours sur les concepts clés. Donc, en ce qui concerne les états du flux de trésorerie, il est essentiel de définir clairement ce que la trésorerie. Pour cet état financier, la trésorerie comprend l'argent liquide et les équivalents de trésorerie. Cela englobe des éléments tels que la petite caisse, les comptes chèques et d'épargne, les dépôts à terme de courte durée, ainsi que les bons de trésor. En d'autres termes, il s'agit des actifs financiers facilement convertibles en espèces ou ayant une échéance à court terme. Cette définition précise que de la trésorerie dans les états du flux de trésorerie permet une transparence dans la gestion des liquidités et offre une vision détaillée des mouvements financiers montrant comment les liquidités évoluent au fil du temps. On a les flux de trésorerie présentés sur les états du flux de trésorerie sont classés en trois catégories principales. Il y a les activités opérationnelles, les activités d'investissement et les activités de financement. Pour déterminer si une transaction en espèces doit être classifiée comme une activité opérationnelle, vous pouvez vous baser sur les critères suivants. Tout d'abord, les flux de trésorerie opérationnelle englobent les activités quotidiennes génératrices de profit de l'entreprise. D'autres facteurs, c'est toute transaction en espèces qui a un impact sur le résultat net doit être classée comme une activité opérationnelle. Cela inclut les revenus d'intérêt et les dividendes. D'autres facteurs à considérer, c'est les changements dans les actifs courants comme les comptes clients et les passifs courants comme les comptes fournisseurs sont également inclus dans les flux de trésorerie opérationnelle. En résumé, si une transaction en espèces est liée aux opérations quotidiennes, affecte le résultat net ou concerne les éléments du bilan courant, elle devrait être classifiée comme une activité opérationnelle dans l'état des flux de trésorerie. Et maintenant, pour déterminer si une
transaction en espèces doit être classifiée comme une activité d'investissement ou une activité de financement, on met quelques indications. Pour l'activité d'investissement, les activités d'investissement incluent toutes les transactions qui affectent les actifs à long terme. Si une transaction en espèces est liée à l'achat ou à la vente d'actifs tels que des propriétés, des équipements, des investissements à long terme, elle devrait être classée comme une activité d'investissement. Les flux de trésorerie liés aux acquisitions et aux cessions d'actifs non courants entrent dans cette catégorie aussi. Pour les activités de financement, les flux de trésorerie de financement incluent des transactions qui génèrent et remboursent des capitaux et qui affectent le passif à long terme ou les capitaux propres. Si une transaction en espèces est liée à l'émission ou au rachat d'actions, au remboursement d'emprunts à long terme ou à l'émission de nouvelles dettes à long terme, elle devrait être classée comme une activité de financement. Les paiements de dividendes aux actionnaires entrent également dans cette catégorie car ils affectent les capitaux propres. Donc, si une transaction en espèces est liée à des actifs à long terme, elle est une activité d'investissement. Si elle est liée à la génération ou au remboursement de capital et affecte les passifs ou les capitaux propres à long terme, elle est une activité de financement. Conformément aux principes comptables, toutes les transactions d'investissement et de financement significatives non monétaires doivent être divulguées dans un calendrier supplémentaire ou dans une note annexée aux états financiers. En ce qui concerne la méthode de présentation des flux de trésorerie, les activités opérationnelles, les deux méthodes directes et indirectes sont actuellement acceptées. Cependant, si la méthode directe est utilisée, une conciliation supplémentaire doit être fournie. Cette conciliation revient essentiellement à effectuer la méthode indirecte pour une divulgation supplémentaire, rendant les deux méthodes similaires dans la présentation des flux de trésorerie des activités opérationnelles. Le choix entre les deux méthodes dépend souvent des préférences de l'entreprise et des exigences réglementaires ou comptables spécifiques. Maintenant, quelles sont les informations nécessaires pour préparer un état de flux de trésorerie? On a le compte de résultat de l'année qui fournit les informations sur le revenu, les coûts et les dépenses. On a besoin aussi les bilans de l'année en cours et de l'année précédente. Donc on a besoin d'un bilan comparatif qui donne un aperçu des actifs et des passifs et des capitaux propres à deux moments différents. On a besoin aussi des informations supplémentaires sur les activités d'investissement et de financement qui ont eu lieu au cours de l'année, telles que les acquisitions d'actifs, les émissions ou les rachats d'actions. On doit aussi faire les ajustements pour la méthode indirecte. Donc, en utilisant la méthode indirecte, les dépenses sont réajoutées au résultat net. Cela compense le fait que certaines dépenses ne sont pas des sorties de trésorerie directes. Les revenus non monétaires sont déduits du résultat net, car ils n'ont pas généré de trésorerie. Tous les changements dans les comptes d'actifs et de passifs courants seront soit ajoutés, soit déduits du résultat net selon que le compte a augmenté ou diminué. Cela permet d'ajuster le résultat net pour refléter les véritables mouvements de trésorerie liés aux opérations opérationnelles ou bien d'exploitation. Et dans la méthode indirecte, on fait le rapprochement du résultat net avec la base de trésorerie. Ici, les augmentations dans les comptes d'actifs courants impliquent une soustraction du résultat net, reflétant le fait que ces augmentations ont utilisé de la trésorerie. Les diminutions
dans les comptes d'actifs courants sont ajoutées au résultat net, car elles libèrent de la trésorerie. Pour les comptes de passifs courants, les augmentations sont ajoutées au résultat net, car elles représentent des sources de trésorerie, comme des emprunts. Et les diminutions dans les comptes de passifs courants sont soustraites du résultat net, car elles représentent des remboursements de dettes et utilisent de la trésorerie. Et pour le processus, pour les sections d'investissement et de financement de l'état des flux de trésorerie, on analyse les changements du compte d'actifs et de passifs à long terme trouvés dans le bilan. Il y a le changement dans les comptes de capitaux propres doivent également être analysés de manière détaillée, ne se contentant pas de montrer le changement net dans chaque compte. Pour la section investissement, les acquisitions et les cessions d'actifs à long terme sont incluses. Pour la section de financement, les émissions et les rachats d'actions ainsi que les emprunts et les remboursements de dettes sont pris en compte. Ces processus permettent de rapprocher le résultat net avec la base de trésorerie et de détailler les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et de financement dans l'état des flux de trésorerie. Et pour la méthode directe des états des flux de trésorerie, on commence par analyser les comptes de passifs courants pour déterminer les transactions en espèces réelles sous-jacentes au changement de compte. Cela implique d'examiner les divers encaissements et paiements liés aux opérations quotidiennes de l'entreprise. Par exemple, examiner les paiements des clients, les paiements des salaires et traitements ainsi que d'autres dépenses d'exploitation. Les encaissements provenant des clients représentent les recettes en espèces, tandis que les paiements pour les salaires et traitements et autres dépenses d'exploitation indiquent les sorties de trésorerie. Répertorier donc ensuite ces transactions en espèces spécifiques pour chaque catégorie, fournissant ainsi une vue détaillée du flux de trésorerie opérationnel réel. Cette approche directe offre une transparence accrue en montrant explicitement les transactions en espèces associées aux opérations opérationnelles de l'entreprise. Et c'est la fin, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Donc, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Merci.